Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous abordons aujourd'hui, du moins pour ce qui concerne la partie francophone de l'émission, la dernière partie de la couverture spéciale sur le témoignage du Cheikh Abbasi Madani, autour de la responsabilité qui avait été imputée au fils dans la violence, dans l'allégeance aux groupes islamistes armés, dans l'attribution de l'AIS au fils comme étant son organisation armée. Abbasi Madani répond sans détour. Dans une première partie, il avait évoqué l'incarcération des leaders du fils avant même l'interruption du processus électoral. Il avait expliqué que les détenus ne savaient rien de ce qui se passait puisque même leur poste radio leur avait été confisqué. Il nous y avait appris qu'à un certain moment, le régime leur avait demandé d'appeler à l'arrêt de la violence depuis leur prison de façon inconditionnelle, sans même qu'ils sachent qui était derrière cette violence, ni dans quelles conditions elle se déchaînait. Et il nous a donné des détails sur leur rencontre, celle des leaders du fils, de certains leaders du fils, avec le président Yamin Zarwal et de ce qui en avait découlé alors. Dans cette deuxième partie de son témoignage qu'il vient de nous faire parvenir, pour contribuer, nous dit-il, à faire éclater la vérité, toute la vérité, sans rien omettre ni rien occulter, il nous livre sa position sur la création des groupes islamistes armés, sur l'allégeance prêtée par certains responsables du fils au JIA et sur la revendication de la paternité du fils par les initiateurs de l'armée islamique du salut, l'AIS. Abbasi Madani n'y va pas par quatre chemins. Il déclare de façon directe que le fils ne s'est jamais réuni depuis le début de la persécution de ses leaders et de ses militants, bien avant l'interruption des processus électoraux, qu'il n'a jamais pu se réunir à ce jour et que par conséquent, aucune initiative politique ou armée ne pouvait être revendiquée en son nom. Il considère que les responsables du fils qui ont fait allégeance au JIA l'ont fait à titre personnel et qu'ils ne pouvaient en aucun cas engager la responsabilité du fils. Et de la même manière, il considère que le fils a une vocation politique et non militaire et qu'en aucun cas l'AIS, l'armée islamique du salut, n'a été de près ni de loin sa branche armée. C'est une première en la matière. Il évoquera l'image très évocatrice de la montagne enneigée, nous dit-il, qui ne peut être mise dans une bouteille. Avec nous aujourd'hui pour parler de tout ça, Jean-Baptiste Rivoire, journaliste, Mohamed Samraoui, ex-lieutenant-colonel du DRS, et l'Arbi Zouaimia, analyste politique. Nous allons commencer par Jean-Baptiste Rivoire, parce qu'il nous a demandé de le libérer assez tôt. Jean-Baptiste Rivoire, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Merci à vous. Merci. Alors, Abbasi Madani vient donc de nous livrer un témoignage enregistré dans lequel il déclare en substance que le fils n'a jamais reconnu l'AIS en tant que branche armée, ni les JIA, qu'il accuse d'être les créatures du régime. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut savoir que durant toutes les années 90 et la sale guerre, le pouvoir algérien a en permanence essayé d'assimiler tous ces groupes armés qui se créaient et qui étaient parfois et souvent criminels, de les assimiler au fils. Ça a été vrai pour l'AIS, l'armée islamique du salut, dont les autorités disaient que c'était le bras armé du fils, et c'était vrai aussi pour les mystérieux GIA, groupe islamique armé, terroristes sanguinaires, qui étaient en permanence rattachés par le régime au fils. À l'époque, on n'a pas beaucoup entendu ce que les dirigeants du fils disaient. Est-ce qu'eux assumaient les violences de ces groupes ou pas? Aujourd'hui, Madani nous dit qu'effectivement, il ne reconnaît pas les actions de l'AIS. Voilà, il est vrai qu'en permanence, le régime algérien a essayé de faire le mélange pour discréditer le fils. Or, le fils, l'AIS et le GIA, c'est bien trois choses différentes. Il dit, entre autres, Abbasi Madani, au sujet, par exemple, de l'allégeance
du fils au JIA, qui avait été déclaré par Mohamed Saïd et Abdelrazak Rjam, qui ne s'étaient exprimés qu'en leur nom personnel. Et je rappelle que les deux, dont on dit qu'ils ont conclu cette allégeance, qu'ils l'ont déclarée sous la contrainte, puisque quelque temps plus tard, ils ont été tous les deux égorgés par le même groupe à qui ils ont fait allégeance. Alors ça remonte à l'année 94. Effectivement, il y a des mystérieux groupes armés terroristes GIA qui apparaissent. Les autorités algériennes nous disent qu'encore une fois, ce sont des islamistes qui ont pris les armes. En réalité, dès cette époque, 94, les GIA sont profondément infiltrés par le DRS, les services secrets algériens, et ils vont essayer de ramener un petit peu dans leur sein des hauts responsables du FIS. Les deux que vous avez cités, je pense, sont un petit peu tombés dans le panneau. Ils ont cru que c'était des groupes sincères. En réalité, ces groupes de GIA étaient manipulés par les services algériens. À partir de fin 94, le DRS, Smaïl Lamari, a même réussi à mettre à la tête de ce GIA un jeune islamiste contrôlé par les services, Djamel Zitouni, et ils ont pris en otage en fait ce groupe, placé un de leurs hommes à la tête et poussé ce groupe à toujours plus d'actions terroristes pour terroriser la population algérienne, prendre la France en otage, etc. Donc la majorité du FIS n'est pas tombée dans ce panneau. Madani et Belhadj ont toujours, je crois, dénoncé les actions du GIA, mais quelques dirigeants du FIS ont pu naïvement penser que c'était vraiment un mouvement armé qui essayait de défendre la population, mais ça a été très minoritaire. En règle générale, la plupart des Algériens, y compris les islamistes, se sont beaucoup méfiés de ces GIA. Je pense par exemple aux dirigeants très proches du fils de Médéa, le cheikh Ali Benadjar, qui très rapidement, notamment au moment de l'enlèvement des moines de Tibriline, avait émis des doutes très forts sur ce GIA en indiquant par des communiqués publics qu'il était probablement manipulé par les services. Donc voilà, l'assimilation entre le GIA et le FIS est une volonté du pouvoir algérien qui n'a jamais vraiment correspondu à la réalité. Alors, quelle a été l'attitude, le rôle, la position des services secrets français dans cette histoire de GIA? Ils ne pouvaient pas ne pas savoir qui était à l'origine de leur création et qui les contrôlait. Alors, la vérité officielle des autorités françaises en France, depuis le début des années 90, ça fait maintenant plus de 25 ans, ça a été toujours de dire GIA, groupe islamique armé, des méchants terroristes islamistes qui n'ont aucun rapport avec le pouvoir algérien et qui tuent et qui sont méchants. Bon. Plus des témoignages ont commencé à apparaître de gens qui sortaient d'Algérie, des gens des services ou des gens des maquis qui commençaient à évoquer le fait que ces GIA étaient infiltrés, voire manipulés par les services algériens, à chaque fois les Français se taisaient, ne disaient rien. On a découvert en enquêtant qu'en réalité, dès le début de la sale guerre, les Français ont eu des informations précises par Smaïl Lamari dès la fin de l'année 94. Il est venu voir son homologue à Paris, Raymond Nart, qui était le numéro 2 de la DST. Smaïl Lamari était lui-même le numéro 2 du DRS à l'époque. Et il est venu lui révéler qu'ils avaient tué un certain nombre d'islamistes dans les maquis, mais qu'ils avaient épargné Djamel Zitouni. Ça, c'est octobre 94. Épargner Djamel Zitouni, pourquoi est-ce qu'ils épargnent un terroriste qui était responsable d'une action très importante contre des gendarmes français en août 94 à Alger? Ils en avaient tué 3. Pourquoi est-ce que les services algériens épargnent un tel terroriste? On apprendra quelques jours plus tard qu'ils ont favorisé en fait la montée de Djamel Zitouni à la tête du GIA. Ils ont pondu un communiqué pour dire que c'était lui le chef. Ce n'était pas forcément évident pour les gens du GIA d'accepter ça, mais le DRS a imposé Djamel Zitouni à la tête. Et surtout, ce qu'on a appris, c'est que Smaïl Lamari s'en était vanté auprès de numéro 2 de la DST à l'époque à Paris. Ce témoignage nous a été raconté par Rémi Potra, ancien secrétaire général de la Défense nationale à Paris. Donc fin 94, certains dirigeants français des services à Paris sont au courant que Smaïl Lamari a protégé Djamel Zitouni, voire favorisé son arrivée à la tête du GIA. Le général Rondeau depuis a reconnu que oui, Smaïl avait laissé agir Zitouni parce que ça l'arrangeait, parce qu'il éliminait certains groupes islamistes qui dérangeaient le régime. Moi je pense, et j'ai recueilli beaucoup de témoignages qui montrent que c'est pas juste le DRS laisser agir Zitouni, c'est qu'il le contrôlait et il le manipulait. Et Paris ne pouvait pas, enfin en tout cas certains dirigeants français, notamment Raymond Nart, ne pouvaient pas l'ignorer. Mais aujourd'hui, avec le recul du temps, Jean-Baptiste Rivoire, quand on fait le bilan de ce qui s'est passé, y compris celui des victimes françaises sur le territoire français, des crimes perpétrés par ces mêmes groupes, est-ce que nous pouvons imputer une partie de la responsabilité à ces services, ou du moins à certains responsables, à certains cadres, certains dirigeants de ces services français?
Alors, pour vous répondre assez brièvement, c'est vrai que le GIA de Jamal Zitouni, notamment donc, quand il était dirigé par Zitouni, on est entre octobre 94 et juillet 96, ce GIA, dans ces 2 années-là, était vraiment contrôlé par les services algériens. Il a commis énormément de crimes, terrorisé la population algérienne, fait beaucoup de morts. Il a également tué un certain nombre de Français. Je pense au détournement de l'Airbus d'Air France à Alger en août 94, je pense aux attentats de Paris à l'été 95, 10 morts, 200 blessés, et bien sûr l'assassinat et l'enlèvement l'assassinat des moines de Tibreline. Donc ce GIA, contrôlé par les services algériens, et Paris ne pouvait pas l'ignorer, a tué aussi des Français. Alors la question de la responsabilité des Français est importante. Je distinguerais en gros entre la DGSE et la DST. Les services extérieurs français, la DGSE, je pense qu'ils avaient assez bien compris en fait ce qui se passait, le fait que Alger manipulait Zitouni. Ils en étaient contrariés, mais ils n'étaient pas forcément très puissants au sein du pouvoir français. En revanche, la DST à l'époque, très proche de Charles Pasqua, de Jean-Charles Marchiani, donc dirigée à l'époque notamment par un des responsables, c'était Raymond Nart, cette DST travaillait la main dans la main avec le DRS algérien. À mon avis, il y avait des informations précises que Alger manipulait certains terroristes et la DST a fermé les yeux, a laissé faire. Là où ça devient choquant, c'est quand ce terrorisme de Zitouni est venu frapper des Français, donc août 94, 3 gendarmes à Alger, décembre 94, le détournement de l'Airbus d'Air France, et surtout l'été 95, le GIA de Zitouni frappe à Paris, 10 morts, 200 blessés, des bombes dans leur air pendant 3 mois. Comment penser que la DST française, qui était forcément au courant, on le sait maintenant, que Zitouni était plus ou moins manipulé par les services algériens, comment ont-ils pu laisser faire des actions terroristes en plein Paris qui ont tué des Français en couvrant cette magouille des services algériens? C'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié des citoyens français pour favoriser une coopération sécuritaire avec Alger et des relations économiques assez importantes. Je rappelle par exemple que Charles Pasqua a favorisé la vente d'hélicoptères français à l'Algérie en 95, hélicoptères officiellement civils, mais qui en fait ont été repeints aux couleurs militaires une fois à Alger et qui ont servi à lutter contre les maquis islamistes. Donc il y avait en France des gens qui faisaient des affaires avec le régime algérien, qui contribuaient à lui vendre des armes contre des commissions importantes. Et voilà, et on ferme les yeux sur les magouilles des services algériens. Mais justement, Jean-Baptiste Rivoire, ce qui est le plus choquant, ce n'est pas seulement la raison d'État, à la limite qui serait compréhensible, c'est cette histoire d'intérêt personnel de certains dirigeants politiques français et sécuritaires, la DSC notamment, des intérêts monnayés directement, marchandés, avec Ismaël Amaré notamment. En tout cas, je crois que la DST a fermé les yeux sur certaines manipulations des services algériens parce que la DST, quelque part, se considérait un peu comme à l'époque de la guerre d'Algérie, en guerre contre l'insurrection algérienne. Et si Smaïn utilisait des sales méthodes comme les Français avaient utilisé dans les années 60 pour anéantir ou discréditer l'opposition, après tout, la DST validait. Et puis à côté de ça, vous avez eu à certaines époques du pouvoir en France, notamment quand Charles Pasqua était à l'intérieur ou Jean-Charles Marchiani était son conseiller, vous aviez des gens qui faisaient des affaires avec l'Algérie, qui favorisaient des contrats d'armement et qui donc avaient intérêt à travailler main dans la main avec le régime algérien, même si celui-ci exerçait une répression extrêmement forte contre la population. Je rappelle quand même qu'il y a eu des centaines de milliers de déplacés durant cette sale guerre et entre 150 et 200 000 morts. Jean-Baptiste Rivoire, avant de nous quitter, un dernier commentaire ? Non, moi, j'ai juste, au cours de ces enquêtes, si vous voulez, j'ai découvert que des dirigeants français, y compris politiques, pouvaient favoriser finalement l'affairisme et le soutien à un régime absolument criminel, quitte à sacrifier des citoyens français. Alors ça m'a beaucoup choqué au moment de ces fameux attentats de Paris, où des gens qui passaient dans le RER, qui étaient innocents, se retrouvaient pris par des bombes du soi-disant GIA, en fait, infiltré par Alger pour terroriser la France et la forcer à soutenir le régime militaire algérien. Je rappelle qu'à l'époque, Alain Juppé, par exemple, qui était Premier ministre, était tenté de favoriser en Algérie ce qu'on a appelé les accords de Rome, c'est-à-dire une transition politique où le fils avait la possibilité d'être réintégré dans le jeu politique. C'était la ligne de Alain Juppé, c'était aussi celle de l'administration Clinton. Et dans ce contexte où les généraux ont eu peur d'être lâchés par un compromis que Zeroual souhaitait également avec le fils, ils ont commis des attentats majeurs en France pour terroriser les Français. Et ça a marché. Mais de penser qu'on a pu sacrifier comme ça des citoyens français au moment des attentats de Paris, et encore plus les moines de Tibérine, en laissant dire qu'ils ont été massacrés par des islamistes, alors que c'est une magouille des services secrets algériens, c'est un scandale absolu. Ça veut dire que les citoyens français ne sont pas protégés par certains de leurs dirigeants. Déjà, il y avait eu beaucoup de morts en Algérie. Les Français ont été sacrifiés aussi quelque part. Jean-Baptiste Rivoire, merci, en espérant vous revoir bientôt. Avant de recevoir Mohamed Samraoui, nous allons écouter un petit extrait de ce témoignage que vient de nous livrer Abbassi Madani, la deuxième partie du témoignage, dont vous avons choisi quelques extraits. Vous pourrez voir la totalité du témoignage sur El Magharibiya. Il sera transmis dans son intégralité.
Nous allons écouter. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم هل هناك كانت لكم اتصالات بالجماعة الإسلامية المسلحة؟ لم تكن عندنا أي اتصال، وإنما المتفق عليه هو إطلاق سراح الجماعة من أجل الاتصال بالجماعة المسلحة. كان بخمخم عبد القادر عمر ولي جدي والشقارة نور الدين وكمال قماسي، هؤلاء أطلقوا سراحهم على أساس أنهم هم يتصلون بالحركة المسلحة الإسلامية المسلحة، مسؤولين وضع حد للمأساة. الذي ذهب واستطاع أن يتصل بهم هو كمال قماسي، لكن عندما عاد بخفي حنين. الذي لاحظه أن محمد السعيد مركن في زاوية تماما في حال من تجاوزته الأحداث، وأن المجموعة التي رآها لم يجد عندها أي سبيل للرد. عاد قمازي ولم يعد بشيء. السؤال: لماذا محمد السعيد الذي هو على ذلك المستوى يركن ولم يكن له أي أمر للرد على ما قدم لهم من استعداد لوضع حد للأحداث؟ بل العكس، هو نلاحظ تفجيرات جاءت مباشرة. هذه التفجيرات لها علاقة برغبة من بالسلطة يريدون تصعيد الأحداث ولا يريدون الوصول إلى حل. وهنا فهمنا كلمة مستحيل لما عبرنا عن إرادتنا لإطفاء النار. اكتشفنا أنهم يتحكمون في الميدان، يتحكمون فيه تحكما بحيث إذا لا يريدون توقيف النار لا تتوقف، ليس بيد نزيهة مخلصة تريد ولا تريد إلا مصلحة الشعب الجزائري. ساعتها أدركنا أن الحركة ليست مدخولة فقط كما يقولون، بل متحكم فيها تماما. Mohamed Samraoui, merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Mohamed Samraoui? Oui, je vous écoute. Voilà, très bien. Alors, je précise juste que lorsque Abbassi Madani dit « et là nous avons compris ce mot d'impossible », pourquoi il parlait d'un témoignage précédent où il avait dit qu'il avait rencontré le général Daraji en présence de Yamin Zarwal, si je ne me trompe, et qu'à ce moment-là, le général Daraji avait dit qu'il est impossible que vous puissiez ramener la paix. Et il dit maintenant nous avons compris parce que nous nous sommes rendus compte que le régime contrôlait la violence, que les groupes lui appartenaient, etc. Mais sinon, il a déclaré aussi que
Le FIS ne s'est jamais réuni depuis le début de la crise, bien avant l'interruption du processus électoral. Il dit aussi que jamais le FIS, dans son attitude organique et officielle, n'a reconnu l'AIS et qu'il nie que Mohamed Saïd Rjem puisse s'être exprimé au nom du FIS pour faire acte d'allégeance au JA. Il dit que c'est impossible, personne ne les a délégués pour faire cela. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire autour de tout cela? Bismillahirrahmanirrahim. Je ne sais pas si par crise, vous faites allusion à juin 91, depuis l'arrestation, depuis leur arrestation. Ou à janvier 92. Pourquoi? Parce que pour moi, la crise, elle a débuté avec la grève du FIS fin mai 91. Hein? Absolument. Si vous vous souvenez bien, il y a eu l'état de siège qui fut décrété, des élections législatives qui ont été reportées. Oui. Elles étaient prévues le 30 juin. Et puis, les Cheikh Abbassi Madani, Ali Belhaj, ont été arrêtés et emprisonnés. Et grâce à Abdelkader Hachani, le FIS, il a quand même tenu plusieurs réunions et il a même organisé un congrès au mois d'août à Batna. Donc, ceci pour une clarification. Donc, le FIS, il a tenu des réunions. Cependant, il est exact que ni Hachani, ni Abbassi Madani, avant lui, n'ont autorisé la création de l'AIS et encore moins du GIA. Pour la simple raison que le GIA, du moins tout au début de 92, ce n'était pas une structure organisée. Les militants du FIS, ils fuyaient les persécutions, les arrestations. C'est ainsi pour ne pas être envoyés dans des camps de sûreté au sud, Aïn Mguel, Reggan, etc. Les militants donc, du FIS, ils ont pris soit le maquis, soit le chemin de l'exil. Et il y a eu plusieurs groupes épars. Je me souviens à l'époque, ils étaient à Zbarber, à Shari'a, un peu partout, à Jijel, dans l'ouest, etc. Et il n'y a pas eu de coordination entre eux. Donc c'est le DRS, hein, plus précisément c'est Ismaël Ammari, qui avait pris en charge ce volet. Et si vous vous souvenez encore, hein, il y a d'abord eu MIA qui a glissé de mouvement islamique algérien à mouvement islamique arabe. Puis, il y a eu l'infiltration des ex-bouyadistes. Hein. Par exemple, ils ont essayé avec Mansouri Mekani, pas réussi, c'est pour ça qu'ils l'ont exécuté. En 93, il a été en 92. Ba'azdin, qui fut plus tard assassiné par les GIA. Abdelkader Chebbout, qui a totalement disparu, certainement assassiné aussi. Et le top Mohamed Marr. Voilà les ex-djihadistes qu'ils ont essayé de manipuler pour faire croire qu'il y a un mouvement armé. Après cet épisode, il y a eu le mouvement pour l'État islamique. On essaye encore de créer des groupes. Mohamed Samraoui, je vais vous interrompre parce que le son est à des coupures. Nous allons vous garder en Skype et vous appeler au téléphone pour un meilleur son. Ce que vous dites est trop important pour pouvoir ne pas l'entendre parfaitement. En attendant, nous allons donc écouter un deuxième extrait de ce que nous dit Abbassi Madani. الإخوة الذين فروا بأضلافهم فهذه حقيقة أيضا. هؤلاء لم يعد لهم قدرة على البقاء في منازلهم لأنهم يختطفونهم ويقتلونهم حتى أمام أبواب منازلهم في حضور عائلاتهم كالذي حدث للكثير. كل من استطاع أن ينفلت من قبضتهم سعى. هؤلاء التجأوا إلى الجبال ولا بد لهم من وقت كي يلتقوا
ولا بد لهم من وقت كي يشكلوا مجموعة تحافظ على وجودها على الأقل. لكن لا نستطيع أن نقول عن هؤلاء أنهم كانوا يتحكمون في الأمر بحيث يستطيعون أن يفرضوا توقيف النار كما هو المطلوب. لا نحمل أناسا مسؤولية لم يتحملوها. المتشرد غير قادر على أن يتحكم فيه، وهكذا بقوا إلى اليوم. فالذين ظهروا فقط هم الذين يمشون على هوى السلطة، أما الآخرون والله أعلم. هذا لأن الحقيقة من الصعب أن يتكلم المرء على هذا الأمر بالدقة المطلوبة. فالظاهر الذي بدا ومخيفا جدا حين ذاك، وهو الذي جعلنا نلح حتى وإن توقف في ذلك الوقت الحوار بيننا وبين اليمين سروال، فسعينا مرة أخرى ولم نفلح، مما سنذكره بعد قليل. الحقيقة في تلك الظروف لم يوجد في الساحة من يستطيع أن يوقف النزيف، هي السلطة. وهنا السلطة تتحمل مسؤوليات. أنا لا أظنهم أنهم كانوا عاقلين أبدا بحال أن ينتقلوا هذه النقلة، وسترون فظاعة الانتقال بالأحداث بدرجة لم يكن يتصورها عاقل على الإطلاق. Mohamed Samraoui, Abbassi Madani vient de dire exactement ce que vous disiez, que plusieurs militants du FIS, très nombreux militants du FIS, ont été poussés à monter au maquis. Ils étaient persécutés, certains abattus devant leur domicile, persécutés, emprisonnés, séquestrés, donc comme si on avait voulu les pousser au maquis. Il vient de confirmer ce que vous disiez à l'instant. Les pousser, ça c'est vrai. Et en plus de ça, les camps de sûreté au sud, ils ont permis quand même, c'était une université, ça leur a permis de se connaître, de mettre en œuvre des plans en commun, d'avoir cette frustration ensemble, etc. Donc, est-ce que ces camps de concentration, Mohamed Samraoui, est-ce que ces camps de concentration, vous, l'ex-officier supérieur du DRS, est-ce qu'ils n'ont pas servi aussi de tremplin, de base pour infiltrer ces futurs groupes terroristes qui allaient se constituer à la sortie? Mais bien évidemment. La preuve, Jamel Zitouni, c'est à partir de ces camps-là qu'il a été recruté. Bon, mais je vais revenir, si Jamel le dit. Oui, je vous en prie. J'étais au niveau du MIA. Une fois que l'épisode MIA terminé, il y a eu une tentative d'infiltration des groupes armés, création, infiltration, manipulation, avec le MEI. Ça n'a pas marché non plus. Le MEI le MEI, c'est le mouvement pour l'État islamique, avec, comment il s'appelle, Saïd Makhloufi, les frères Al-Almi, Omar et Abdel Nasser, je crois. Et ce n'est qu'après que le JIA proprement dit a été créé, disons, avec Mouhlivi, Mohamed Allad, son vrai nom, qui a été assassiné le fin août 92, remplacé par Abdelhak Al-Ayyada, qui fut arrêté au Maroc en juin 93. Après l'arrestation de Abdelhak Al-Ayyada, c'est Ben Ammar Issa qui a été éliminé fin 93. Après l'élimination de Ben Ammar Issa, c'est, comment il s'appelle, Ja'far Al-Afghani, de son vrai nom, c'est Ahmed Mourad, qui a été éliminé en fin février 94 à Bousserréa. 3 semaines plus tard, immédiatement après, c'est Sayah Atiya qui a pris la relève en tant que chef du GIA. 3 semaines après, il a été abattu à la mi-mars. Puis c'est
Kousmi Chérif, qui a pris, c'est le dernier véritable chef du GIA qui n'a pas été infiltré, manipulé par le DRS. Hein. Et Kousmi Chérif, lui-même, il a été abattu fin septembre 1994, si mes souvenirs sont précis. Et donc, c'est à partir de là qu'enfin, Jamal Zitouni prend les rênes du GIA. Donc, c'est fin 1994, à partir d'octobre 1994. Donc, voilà un petit peu l'historique du GIA. L'AIS, par contre, hein, elle a été créée qu'en juin 1994. Et à cette date-là, le fils était déjà dissous, mars 92. Donc, et tous les leaders du fils, ils étaient soit en prison, soit en exil quand ils ne sont pas morts. Donc, c'est vrai ce que dit Abbassi Madani. Les leaders du fils ne sont pas derrière la création de l'AIS ou d'une quelconque organisation militaire hein, ou une branche armée. Non. Et puis, le temps regarde. Les chefs de l'AIS, hein, c'était Madani Mzraq, Azizil, Ahmed Ben Aïcha Ashlef, Moussa Qartalli Al-Harba, qui aujourd'hui sont tous démasqués. Donc, ce n'est pas la peine qu'on parle de l'AIS, parce que l'AIS et le fils, comme vient de le dire Jean-Baptiste Dufal, et le GIA sont trois choses totalement différentes. Il y a une organisation politique, il y a une création plus ou moins du DRS, et une troisième qui est entre les deux. D'ailleurs, avant de parler de la notion de groupe, des groupes islamiques, hein, je précise une chose. La durée de vie d'un vrai émir, elle n'excédera jamais 6 mois. La preuve, j'ai énuméré quelques-uns. Personne n'est resté à émir au-delà de cette période-là. Et je dis une chose. Tous ceux qui survivent au-delà de cette période, il ne faut pas chercher d'autres explications. Leur longévité, elle traduit le lien direct avec le DRS. Comme c'est désormais prouvé avec Hassan Hattab, Abdelrazak Al-Para, Ammar Saïfia, Droud Kel, Al-Ayyada, Ben Aïcha, Mazraq, et la liste est longue. Maintenant, je tiens à préciser une chose. Hein. Il faut faire très attention lorsqu'on aborde le sujet relatif au groupe armé. Il y a 3 groupes armés qui avaient sévi durant la décennie sanglante. Hein. Il y a, premièrement, les véritables des groupes constitués de vrais islamistes. Ça, personne ne peut le nier. Eux, ils estimaient légitime de défendre la victoire électorale qui leur a été volée par l'armée. Et ces groupes, ils avaient pour cible notamment des militaires, des policiers, des gendarmes, ainsi que tout représentant de l'État. Donc, il y a eu des islamistes qui ont pris les armes et qui sont impliqués dans les tueries, dans les assassinats, dans les attentats, etc. Ça, personne ne peut le dire. Deuxièmement, il y a des groupes qui sont composés de vrais islamistes, mais que le DRS a réussi à infiltrer. Et dont l'influence, elle se limitait au choix des cibles et à la neutralisation des meneurs. Ça veut dire qu'ils étaient infiltrés à leur insu. Ils remplissaient des feuilles de route sans savoir. Oui, à leur insu. Voilà, oui. J'entends très mal, mais j'arrive quand même à percevoir ce que vous me dites. Je vous disais que ces groupes-là agissaient, cette deuxième catégorie de groupes était infiltrés à leur insu et qu'ils remplissaient des feuilles de route dont ils ne savaient pas qu'ils avaient été manipulés par le DRS. Voilà, tout à fait. Et puis il y a enfin la troisième catégorie, et celle-là c'est la plus exécrable, c'est celle que je dénonce d'une manière impitoyable. Ce sont les groupes armés qui dépendaient directement du DRS. Et je vous cite par exemple le cas de l'OJAL, qui est le plus emblématique. Dans ces groupes, on y trouve des agents de service, des repentis, on trouve tout, même des mercenaires. Donc, voilà les 3 catégories que... Restez avec nous, Mohamed Samraoui, restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. J'accueille à présent Larbi Zouaimia, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci. Larbi Zouemia, restez avec nous. Nous allons écouter un autre extrait de Abbasi Madani et je reviens à vous. Okay. Donc on va écouter et regarder un autre extrait de ce témoignage. فكرة الجيش الإسلامي للإنقاذ، ولكن لم ينطلق من منطلق إرادة الجبهة، لم تستشار الجبهة على الإطلاق. إذا كانت الجبهة تتمثل في قيادتها المسجونة، القيادة المسجونة لم يكن لها أي رأي وأي شأن فيما استحدثوه، على الرغم من أنه تظاهر بأن في حسب الأحداث يعني أنه لا يسفك دماء المدنيين ويلتزم الحفاظ على عناصره، وإن اشتبك مع قوات النظام فيشتبك معها. لكن على الرغم من ذلك فنحن بالنسبة إلينا لم يستشرنا أحد في هذا الأمر، يعني لم ينطلق هذا الأمر من منطلق مركزي بحال من الأحوال. الجبهة الإسلامية للإنقاذ منذ أن اعتقلنا مركزيا لم تجتمع، لأن اجتماعها دائما يكون حول المواضيع السياسية لا غير. لا تستطيع أن تدخل في غير ذلك. كل ما خرج عن نطاق السياسة، عن الأداء السياسي، لا يمكن بحال أن ندخل فيه. Larbi Zouemia, donc Abbasi Madani vient de dire que l'AIS, même si elle n'a pas commis de carnage contre les civils, n'a pas été créée par le fils, que le fils n'a jamais été consulté pour sa création, qu'il ne l'a jamais parrainé, qu'il ne l'a jamais reconnu. Tant mieux. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Qu'est-ce que Moi, de toute manière, je suis content. Le débat commence à se décercler un peu parce que vous l'avez confiné durant une semaine vous l'avez fait embarquer dans un couloir parfois sarcastique, péremptoire, dédaigneux. Mais je vois que les choses commencent à s'éclaircir un peu. Certainement, peut-être qu'Abbasi Madani a le bénéfice du doute. Il a raison, peut-être il était en prison. Je voudrais tout simplement signaler que le fils, c'est un mouvement hétérogène. Sa sociométrie un peu, et la cartographie du terrorisme après a démontré qu'il y a la mouvance afghane qui existait. Il se peut qu'il y avait aussi la technique de l'idiot utile. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, on vous entend très bien. Il se peut que le pouvoir aussi ait opéré ce qu'on appelle la méthode de l'idiot utile, en engageant certains éléments, certains groupes, je ne peux pas dire le contraire, mais je pars du principe et que je suis un petit peu plus porté sur le présent que sur le passé. Il y avait une expérience douloureuse, il y avait des morts, il y avait des exécutions, il y avait des kidnappings, des disparitions, il y avait des assassinats politiques sur la base de l'idéologie, il y avait des journalistes qui sont morts, des intellectuels. Je vois que la meilleure méthode pour que le mensonge et la calomnie et la contre-vérité ne viennent pas un jour se venger, il faut toujours se confiner dans ce qu'on appelle la véracité des faits. Et la véracité des faits, ce n'est pas le moment peut-être pour moi, personnellement je vois que ce n'est pas le moment. Tout ce que je vois, c'est qu'actuellement il y a une évolution en Algérie. C'est très important, c'est très positif. Il faut que les Algériens se rencontrent dans le cadre d'une citoyenneté. Certainement,
il y a eu des problèmes, il y a eu des erreurs, parce que nous ne sommes pas ceux qui ont inventé la démocratie. Le Canada, qui il y a 200 ans, a signé la Charte des droits et des libertés qu'en 82. Est-ce que le fils était capable, en 89, de maîtriser ses troupes, qui sont déjà, c'était nombreux, c'était beaucoup. Je ne pense pas. Est-ce que le fils, c'est-à-dire le fait qu'il avait une direction qui était emprisonnée, peut maîtriser aussi toute cette foule? Je ne pense pas, parce que pour construire un parti, il faut beaucoup d'années. Mais je me rappelle Zouaimia, l'Arbi Zouaimia, Abbassi Madani est en train de dire de façon claire, il a dit on nous a emprisonnés, on nous a empêchés de parler, de nous réunir, au point où on ne savait pas ce qui se passait dehors. Il a même passé d'un poste de radio qui lui a été retiré pour qu'il ne sache pas ce qui se passait dehors. Il dit que nous étions une formation politique, que nous n'avions pas une vocation armée, que nous n'avons jamais appelé à la violence, qu'on défie quiconque de le démontrer, et que ceux des nôtres qui, d'ailleurs vous entendrez un extrait à la fin où il sera très clair, que ceux des nôtres qui se sont engagés en notre nom, que tout le monde sache qu'ils ne parlaient qu'en leur nom et pas en le nôtre. Et vous-même, l'Arbi Zouaimia, qui était un peu proche de la mouvance, ou proche de tout court, de la mouvance RCD, et qui, si je ne me trompe, hein, vous me contredirez. Non, j'étais nulle part. Donc, voilà. En tout cas, j'étais contre le fils. D'accord. Alors, vous pensiez que c'était le fils qui était derrière tout ça. Vous n'étiez pas le seul. Hein. Une partie importante de la société algérienne avait été travaillée au corps, conditionnée de façon à considérer que c'était le fils qui était le principal acteur de la violence. Aujourd'hui, avec cette déclaration des uns et des autres, y compris des généraux de régime qui, il n'y a pas longtemps, Ben Hadid avait été venu dire ici qu'un émir, le Ben Chiha en l'occurrence, était sous les ordres d'un général-major du DRS. Est-ce qu'avec cette déclaration, vous n'avez pas changé d'avis, du moins nuancé ce que vous pensiez avant? Non, je n'ai jamais pensé que... Moi, je n'ai jamais dit que le fils en tant que tel est le seul responsable. Ça, je n'ai jamais dit ça. Je ne vous ai pas rencontré avant pour vous dire ça. Jamais de la vie. J'ai dit que peut-être l'éclatement de ce parti, c'est l'éclatement qui est ce parti. C'est les conséquences peut-être de l'éclatement qui a fait en sorte à ce que des gens prennent d'autres voies. C'est ça ce que j'ai dit. Parce que le fils, j'ai connu des éléments du fils. J'ai connu même Abbassi Madani, moi. Donc, je l'ai connu. Bon, à un moment donné, j'avais cru que c'était Ketou, qui ressemblait à Ketou avant de le rencontrer. Mais je l'ai vu en 84, 85, je ne me rappelle pas. Mais je l'ai rencontré. De toute manière, je n'avais pas parce que c'est très difficile. C'est très difficile de dire schématiquement comme ça, mécaniquement comme ça, que Abbassi Madani, même si que les Algériens sont portés à la haine, à peu près. C'est-à-dire que c'est la haine gratuite. Mais je n'ai jamais dit que Abbassi Madani ordonnait des exécutions. Je n'ai jamais dit que Abbassi Madani ordonnait l'action armée, parce que Abbassi Madani, peut-être qu'il appartient à une classe de moujahidines, il est affilié au ulama, au PPA à un moment donné. Je pense qu'il était dans le groupe de Bouajjaj, avec un petit sous-groupe de Jfef là qu'on connaissait. Certainement Moujahid, c'est une autre classe, mais il y avait d'autres éléments au fils aussi. Moi, je n'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça. Tout ce que j'ai dit, que les gens, à un moment donné, même les partis qui étaient opposés au fils, avaient le droit de prendre position. Prendre position pourquoi? Si vous me dites, par exemple, le RCD, bon, je connais ce parti, je ne suis pas mandaté pour parler au nom de ce parti, je ne représente pas ce parti, mais je dis, si vous dites, vous avez répété 8 à 9 fois le RCD, c'est le seul parti qu'on a lancé des colibés à son encontre, d'une manière gratuite. Moi, je dis, le RCD avait le droit de prendre des positions. Il se peut qu'il a cautionné, pas soutenu, il se peut qu'il a cautionné l'arrêt du processus électoral pour la simple raison... Non, il a appelé, il a plus que soutenu, il a appelé à l'arrêt du processus électoral. C'est pire. C'est correct, il a appelé et il n'était pas associé avec le pouvoir. Personne ne va me convaincre maintenant que le RCD était dans une entreprise ou une société par action.
le RCD était étranger au pouvoir et je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne me dire le contraire. Je respecte les avis. Moi, je dis, si vous demandez à un gars du RCD, pourquoi vous avez dit que c'est bien l'arrêt du processus électoral, il va vous dire, monsieur, moi, le jour du scrutin, je me suis retrouvé en schismatique et en musulman, en mécréant et en croyant. Certainement, le débat a été, c'est-à-dire, dans certains endroits, c'était comme ça. Je vous dis, par exemple, l'exemple de ma ville. De ma ville, il n'y avait ni terroriste, ni action terroriste, ni action subversive. Pourquoi le fils était correct, pourquoi on ne dit pas Barakallahu Fik? Mais lorsqu'on dit, il y a dans certaines régions, le fils a été pris en otage, ou ce qui restait du fils, bon, structure, je ne sais pas, mais ce qui restait du fils a été pris en otage, on dit non, parce qu'on veut imbiber d'une certaine sacralité tous les éléments du fils. C'est impossible, mais c'est le domaine de l'impossible. En tout cas, loin de moi, personnellement, l'Arabie Zouémia, loin de moi l'idée ni d'attaquer le RCD, ni de cautionner le fils. J'essaye de poser les bonnes questions pour susciter les bonnes réponses, pour pousser à plus de vérité, à ce que la vérité soit sue et dite. Sinon, à votre avis, est-ce que ce renouveau de vérité, j'allais dire, de déclarations qui vont dans le sens de la vérité, est-ce que vous pensez que c'est positif, que ça peut aller vers une dynamique? C'est positif, mais ce n'est pas opportun. C'est pas opportun, parce que vous avez passé une semaine à dire ceci. Moi, j'aimerais bien que le RCD, par exemple, on a répété son nom plusieurs fois d'une manière injuste, le RCD rencontre le fils, c'est-à-dire carte sur table. Et je n'accepte pas personnellement que n'importe qui vienne parler au nom du fils. Je ne l'accepte pas. Si j'ai envie de parler avec le fils, il y a Abbassi Madani et son adjoint. J'ai connu aussi Hachani. Hachani, il est de ma région, il y a quoi, 60 km, il est de ma région. Hachani a dit à un moment donné que le Jabha al-Islamiyya al-Inqadh l'institut Jabal. Eh bien, c'est bien. Et vous avez dit tout le long de vos émissions que le RCD avait des milices. Il est allé chercher quel groupe, le RCD. Jamais. C'est-à-dire, parfois, on dit des choses incorrectes. Mais, excusez-moi, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non, il y a quelqu'un, hier, qu'est-ce qu'il a dit? Non, avant, dans votre émission, il y a quelqu'un qui a dit que le RCD, c'était de la milice. Hier, quelqu'un a dit, dans votre émission, que le Saïd Saadi a eu un contact de Mitterrand, lui disant qu'il ne veut pas de Barbie en Algérie. Mais de qui se moque-t-on? Quand même, qu'est-ce qu'on dit? Le RCD Hada, il a eu des erreurs, certainement. Mais quand même les grands partis comme le Parti républicain ont de 300 ans ont des erreurs. C'était une expérience. Nous avions des erreurs, certainement. Il y avait des gens qui étaient corrects le fils, certainement. C'est légitime. C'est légitime à ce que les gens créent un parti où ils exercent, c'est-à-dire leurs droits politiques d'une manière pacifique et pacifiste. C'est leur droit, il n'y a aucun problème. Il faut qu'on se rencontre actuellement, maintenant, dans un espace de citoyenneté qui garantit quoi? Qui garantit la libre pratique politique, la libre pratique du culte, le respect de la personne humaine et qu'on avance. L'Algérie présente actuellement des éléments positifs. Je pense que ce n'est pas opportun. Et peut-être qu'on pouvait procéder avec des rencontres bilatérales, fils RCD, pour voir c'est quoi la responsabilité des réserves. Que reproche-t-on au RCD, que reproche-t-on au fils? Et le débat sera canalisé et encadré d'une manière à ce qu'on peut avancer, parce qu'on ne peut pas avancer avec l'exclusion. Ça, c'est ma conviction. Non, mais l'Arabie Zouémia, je fais mien votre appel. Nous lançons donc cet appel à tous ceux qui veulent apporter leur vision, leur avis, leur opinion à la question. Marhaba bim. Saïd Saadi a déjà participé à nos émissions. Nous l'appelons à venir nous rejoindre, marhaba bih, y compris le nouveau RCD. Il semble que ce n'est pas tout à fait la même vision, les mêmes attitudes à l'endroit des mêmes questions. Mais sinon, marhaba b'koul nas. Restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Nous allons encore écouter un extrait avant de revenir à Mohamed Samraoui. في هذا الحال الجبهة الإسلامية للإنقاذ
سياسية الدافع، سياسية الهدف، سياسية الخطاب، سياسية المواقف. الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تدخل يا سيدي الكريم إذا وجد الشيخ محمد السعيد والشيخ رجام عبد الرزاق رجام، فما مسلكهما فيما ادعياه لم يكن مشروعا، لم يكن على أساس شورى وقبول من طرف القيادة، بل العكس تماما. الذي أوصوا به وإبقاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الشرعية. لماذا؟ لأن ما نادى به الرجلان أو ما سعى إليه الرجلان غير معقول. كيف يمكن أن تذوب حركة سياسية معتمدة ومصادقة عليها من طرف الشعب في انتخابات تدخل في ميدان ليس غير ميدانها، علما أن كل شيء كان مختلقا من طرف السلطة. نحن بحكم تجربتنا وبحكم موقعنا في المسؤولية من هذه المؤسسة المشروعة ليس بهذه البساطة. دخل شخصان مخالفان المنهج، مخالفان الطريقة، بقي فقط حقهما في الحفاظ على بقائهما. بدليل عندما ذهب كمال قمازي واتصل بهم لم يطرحوا له هذه القضية على الإطلاق. Mohamed Samraoui, je reviens à vous. Donc, je vous laisse commenter ou revenir au fil de ce que vous disiez. D'abord, je voudrais rassurer Sel Harbi Zouaimia pour lui dire que, pour ma part, pour ce qui me concerne, je ne fais pas de différence entre Ali Belhaj et Saïd Sali. Pour moi, tous les deux sont des Algériens, sont des responsables politiques. Chacun aime l'Algérie à sa manière. Chacun a une vision de l'Algérie, donc que je respecte, même si je ne partage pas leur point de vue. Donc ceci pour que tout soit clair. Tout ce que je fais, c'est en fonction, c'est d'apporter un témoignage historique pour que l'histoire de l'Algérie contemporaine ne soit pas falsifiée par des faussaires, comme ça a été le cas de l'histoire de notre révolution. Maintenant, pour revenir à Mohamed Saïd et Abd el-Razak Rajam, pour ma part, je pense qu'ils ont été victimes de leur naïveté. Parce qu'en 93-94, la guerre était totale. Chaque jour, il y avait des morts par dizaines. Et ils sont tombés dans le piège que leur a tendu le Jamal Zitouni ou les sponsors de Jamal Zitouni. D'ailleurs, le même piège a été tendu à Anwar Haddam et Ahmed Zawi, si vous vous souvenez, avec le fameux gouvernement du GIA en exil, qui heureusement a rapidement été déjoué. Mais l'un comme l'autre, ils ont eu à souffrir de ce texte, de ce communiqué. Maintenant, autre chose pour ce qui me concerne, à propos des pouvoirs, des relais du pouvoir du DRS qui ont joué un rôle non négligeable au niveau de la propagande, de la désinformation. Même M. Sora du fils, il a été infiltré. Et certains responsables du fils, ils ont été retournés. Vous avez le cas d'Ahmed Marrani, Saïd Ghachi, bon, ils ont chacun obtenu un portrait ministériel pour service rendu. Mais
il n'y a pas que ça. En parallèle, il y avait la presse, il y avait une minorité agissante qui a fait le reste. Hein, donc, et puis, il y a eu des soutiens de certains cercles français, notamment Charles Pasqua. Et si vous vous souvenez très bien, 93, novembre 93, la fameuse opération Chrysanthème. Ils ont mis un coup de barre, un coup d'arrêt aux islamistes qui évoluent en France. Et il y a eu pas mal d'expulsions. Des expulsions injustes, comme celle de Simouzarak, par exemple, et de nombreux autres au Burkina Faso. Il y a eu la cabale contre Ahmed Zawi, qui a été accusé à tort d'être une pièce maîtresse importante du GIA en Europe, etc. Donc, tous ces montages, toute cette propagande, elle est faite. Finalement, les seuls perdants, c'est les Algériens. Ils causent du tort à d'autres Algériens. Donc, ce n'est pas uniquement du tort, il y a eu des crimes, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Il y a eu des dizaines de milliers de disparus. C'est inimaginable, c'est inacceptable. Maintenant, il faut aussi être honnête et dire que le fils, il avait prêté le flanc. Donc, il n'est pas exempt de tout reproche, en ce sens qu'il n'a pas su maîtriser tous les courants qui se trouvaient en son sein. Donc, il y a eu des Afghans, il y a eu des... Et puis, en plus de ça, il y a eu l'euphorie de la victoire. Et un manque évident de sagesse de beaucoup d'entre eux. Donc, voilà. Autre chose, un dernier point, si vous permettez, à propos de manipulation. Même nous, les cadres du DRS, nous étions manipulés parce qu'on ne disposait d'aucune donnée. Et je vais vous donner deux simples exemples. Un, parce que parfois on apprend des choses avec le recul. Lorsqu'on recoupe telle information avec telle déclaration, par exemple, lorsque Zerouel avait rencontré Abbassi Medani en 94, 95, tout ça, c'est-à-dire au moment de l'allègement des conditions carcérales à Chouyour, il y a eu un début de dialogue, donc j'étais en Allemagne, un islamiste, un dirigeant islamiste, c'est Aysen Yatmen, si mes souvenirs sont précis. Il a été libéré de prison, mais il est venu en Allemagne. Bon, je l'ai appris par d'autres sources, parce que c'était mon poste ici. Il avait rencontré Rabah Kébir et il voulait sa caution pour entamer, pour qu'il y ait des pourparlers de l'AIS avec Ismaël Ammari. Donc, ça veut dire, qu'on le veuille ou non, il y a un certain lien, même si on ne dispose pas de tous les éléments en main, mais il y a quand même ça. Il y a quand même quelque chose qui permet de douter. De douter. Une relation, peut-être, c'est à titre individuel, comme c'est le cas de Mohamed Saïd, mais je le répète, les gens étaient quand même persécutés, ils étaient quand même menacés, ils étaient mis sous les ténoirs, donc il fallait qu'ils réagissent. C'est plus ou moins légitime, quoique condamnable. Bon, c'est un cas, donc, pour dire que malheureusement, on ne peut pas tout maîtriser. Et le fils a commis quand même quelques erreurs, hein, des erreurs même monumentales. Il y a un deuxième cas qui montre que nous étions manipulés et qu'on ne savait pas grand-chose, même si on était pratiquement au cœur du système. Je vais vous parler d'un cas dont je n'ai jamais abordé. Pendant ces mêmes tractations, un jour, c'était en 95, j'étais appelé par un représentant du ministère des Affaires étrangères allemand. Il me présente une note verbale. Il dit voilà, les autorités algériennes nous demandent d'intervenir auprès de l'épouse d'Abbassi Medani pour qu'elle obtienne un visa. Je suis entré en fureur. Donc j'ai appelé Hassan Ben Jalti. C'était Abdelrazak, général. Qu'est-ce que c'est ça? Vous vous moquez de moi, quoi. D'un côté, vous me demandez de l'extradition des enfants d'Abbassi Medani. Et de l'autre côté, vous intervenez en faveur de sa femme. Il faut m'expliquer. Donc, et puis, heureusement, j'ai conservé le document. Je peux vous l'exhiber, je peux vous le montrer, mais je préfère ne pas... C'est pour vous dire que même durant cette période trouble, il y avait des... Et je ne sais pas qui a intervenu, dans quel contexte, on ne peut pas le savoir. Donc, ce sont des choses que nous pouvons, uniquement par recoupement,
Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Ah. Voilà, c'est pour dire que c'était une période très trouble et elle nécessite pratiquement que les gens discutent d'une manière sereine, que tous les partis, que toutes les parties impliquées aient le courage d'admettre que des erreurs ont été commises, que des fautes ont été commises, et que ce n'est que par la vérité que l'on pourra avancer. Voilà, c'est la conclusion que je tire de tous nos entretiens, de tout. Bon, naturellement, on est très heureux d'apprendre qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu des trucs positifs, donc on les salue, mais il faut que les gens s'expriment. J'espère que le général Tofir pourra s'exprimer, que le général Bettin pourra continuer de s'exprimer, et ainsi de suite. Voilà, ce n'est qu'à partir des déclarations des uns et des autres, qu'à partir des dossiers exhibés par les uns et les autres, que l'on pourra faire un pas en avant vers la réconciliation véritable. Mohamed Samraoui, nous arrivons à 1 heure d'émission, nous sommes obligés de prendre un petit intermède, c'est un impératif technique. Puis nous revenons à l'Arabie Zouémia pour une dernière question que nous remercierons par la suite. Et vous, Mohamed Samraoui, vous resterez avec nous éventuellement pour répondre à des questions de téléspectateurs parce que nous allons ouvrir le standard. Nous revenons dans un petit instant. C'est l'Arabie que tu m'as vu? Oui, نسمع فيك. C'est l'Arabie. Comme dernière question, moi j'envisage est-ce que vous avez un souhait, un rêve, une idée de consensus? Il n'y a aucun problème. C'est la question? Oui, oui, bien sûr. Oui, il n'y a aucun problème. Très bien. Alors ce sera la question. Merci, c'est Barakallahu fik, c'est l'Arabie.
Salam alaikum من جديد. C'est l'Arabie Zouaimia. Cela fait des années maintenant que vous militez très activement pour le retour de la paix, que vous vous exprimez politiquement sur la chaîne Maghrébia, mais pas seulement. Si je vous disais, est-ce que vous avez un rêve, une idée de consensus, de retrouvailles, de discussion, de débat, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Si Ben Chenouf, Saint Augustin disait il n'y a pas de temps passé si rien ne s'est pas passé. Mais pour nous, il y a un temps qui est passé parce que quelque chose s'est passé. Mais essayons dans ce quelque chose qui s'est passé de tirer les enseignements. Parce que ce qui va venir est plus dangereux et plus apocalyptique peut-être. Ce sera apocalyptique pour l'Algérie. Donc, que les gens, c'est-à-dire vis-à-vis de leur conscience, premièrement, qui essaient de voir, de se réviser, de se remettre en cause, pour essayer de trouver le dénominateur commun, c'est le clini médian, ce modus vivendi, pour avancer. Les pays, nous vivons dans des pays qui ont bâti des démocraties vraiment où le dénominateur commun, c'est l'inclusion. Où le dénominateur commun, c'est les droits de l'homme, c'est le droit, et c'est l'invention et la création. Donc je souhaite que, personnellement, le Fils doit être intégré dans ce qui se fait actuellement, parce qu'il ne faut pas que ce pouvoir, le compteur de ce pouvoir, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit tombe dans le compteur de ce pouvoir. Il ne faut pas qu'il encaisse, il ne faut pas qu'il récupère. Il faut que le Fils rejoignent ces gens-là, ces partis, et de travailler ce qui actuellement, c'est-à-dire primordial pour le pays, en vue de trouver des solutions, au moins essayer de sauver, de faire des fondations, ensuite qui permettent à ce que les partis s'organisent, à ce que les partis se renforcent en leur sein, en vue de voir un jour des élections démocratiques, et pour que ces partis puissent former des gouvernements et puissent diriger un pays. Et je vous remercie, Sibel Chenouf. Barakallahu fik l'Arabie Zouaimia, en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Nous allons passer le dernier extrait donc, de ce témoignage de Abbassi Madani, puis je reviendrai à Mohamed Samraoui, et après sa réponse à une question que je vais lui poser, nous ouvrirons le standard pour vous permettre de nous appeler et de poser éventuellement des questions à Mohamed Samraoui. Mohamed Samraoui, il y a quelques jours avant qu'il ne soit mis en prison, probablement à cause de ce qu'il a dit, le général Ben Hadid avait reconnu publiquement, en direct, que l'émir Ben Chiha à l'ouest était sous les ordres d'un général-major du DRS. Qu'est-ce que vous pourriez vous-même nous dire sur ces infiltrations des groupes terroristes, mais avec des détails, s'il vous plaît, sur les émirs du DRS qui avaient été injectés à la tête de ces groupes, sur les ordres de carnage, sur les feuilles de route de carnage de population. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Ce qu'a dit le général Ben Hadid, c'est la stricte vérité. Malheureusement, l'Algérie, elle est ainsi faite. À l'époque, c'est-à-dire au début des années 90, le DRS il a été créé dans l'optique de barrer la route au fils, ça c'est clair, net et précis, et d'exploiter la démocratie pour exploiter des richesses du pays, c'est-à-dire qu'il y a eu un transfert du monopole étatique vers un monopole privé. Voilà, grosso modo. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des fortunes faramineuses. Par exemple, un des exemples, les massacres commis au niveau de la Mitidja, au niveau à l'ouest d'Alger, de l'Ibrahim, il y avait une décharge, il y a eu pas mal d'assassinats, d'attentats, les gens ont fui, ils ont vendu pratiquement au dinar symbolique
pour que la fille de M. Smaïl Ammari construise un gigantesque complexe pharmaceutique. Un des exemples, voilà, comment l'Algérie, elle a été transformée d'un bien étatique vers un bien privé. L'Algérie était devenue une propriété privée entre les mains d'une petite caste. Voilà. Intouchable, et l'impunité a tout fait pour que la situation... Et puis, on fait peur aux gens à part le terrorisme, l'insécurité, voilà comment que tout a commencé. Et on a vu sur tous les plans. La servilité, c'était le moyen de récompense des gens. Je ne peux pas dire plus, parce que je suis un petit peu... Restez avec nous, Mohamed Samraoui. Nous allons prendre quelques appels. Abou Marwan de France. Abou Marwan. Bonjour, monsieur Bouchenouf. Bonjour, monsieur Marwan. Marhaba bik, je vous en prie. Je vous remercie de cette émission. Vraiment, vous ne me laissez pas dormir. Ah, vraiment, vous ne me laissez pas dormir. Je suis scotché à la télé. Merci, c'est tout ce qu'on demande. Donc, je vous remercie je remercie tous les téléspectateurs qui ont participé à cette émission, oui, qui nous a vraiment fait plaisir. Elle nous a illustré, c'est-à-dire la décennie noire de notre patrie, chère patrie. Et je remercie tous les responsables de justice qui ont fait l'honneur de les voir parler, tous ces grands de Cheikh Abbas Madani, et monsieur Haddam, et que j'ai pas pu. Merci, c'est Abou Marwan. Tahar من شرقة. أهلا بك سي طاهر. واش راك؟ لاباس يبارك فيك الحمد لله. تفضل سي طاهر. راك هبتني بهذه ليميسيون على بالك سورتو مسيو سمراوي مون كولونيل سمراوي. بارك الله فيك شكرا. Je تفضل. l'interpelle avec deux petites questions. Hein. Je vous en prie, il vous écoute. Saha, il a bien raison que Zitouni a été manipulé pour décimer Mohamed Saïd, le pauvre Mohamed Saïd. Il a 20 sur 20 la note. Oui. Deuxième point, je lui demande, le commandant Adda, le pilote qui habite à Salambier, il a été appelé par téléphone à 16h de rejoindre la base de Boufarik pour aller bombarder Ben Slimane ou le Kibir. Il a refusé. Et bien le lendemain matin, une 404 Baché est venue avec 4 bonhommes à l'arrière, le Bach Hapto Hagdaya. Il est sorti de la mosquée en allant à la boulangerie pour acheter du pain et des croissants. Il a été assassiné. Et je vous donne la parole et j'attends ma réponse. Merci c'est Tahar. Salah d'Alger. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سي صالح. والله انا حبيت ندخل في هذا الموضوع. تفضل. عندي واحد الاستفسار هكذا. وي. انا كنت ضابط في الجيش. وي. وفي المخابرات وحبيت نساهم في الشيء هذا. تفضل. تفضل. حبيت واحد النقطة إذا حبيت نوضحها. أنا كنت في المدرسة تاع ضباط في بن مشوط. وي. كان معنا هذا خمان هذا اللي كان حاكم جيف، وكان معنا المدير حمو. وي. حبيت نقطة نوضحها برك. هذا في خمان هذا سي ان اونسيان سوز اوفيسيي il n'a aucun niveau. Par la suite, ولا هو اللي حاكم الجيش. Très bien. La question est claire. Nous la poserons à Mohamed Samraoui. Mohamed من شرقة. Mohamed. مساء الخير عليكم. مساء الخير عليك سي محمد. تفضل. Monsieur Benchlouf, merci de tout ce que vous faites. Merci à vous. Votre télévision, c'est la télévision la meilleure d'Algérie parce qu'elle donne la parole au peuple, elle donne la parole aux citoyens. Mais je souhaiterais
j'aurais souhaité que vous dépassiez cette enquête qui a fait quoi, parce que à travers ce que j'entends, les généraux se disculpent des massacres des années 90, le fils se disculpe de ces massacres des années 90. Je crois que c'est moi qui a fait tous ces massacres. Maintenant, j'aurais souhaité que vous fassiez des émissions pour que les Algériens donnent leur point de vue, comment qu'ils voient les partis d'opposition, comment qu'on va trouver un dénominateur commun, comment qu'on va avancer dans cette Algérie, comment qu'ils voient l'opposition qui va se réunir bientôt, et comment que les Algériens vont pousser cette opposition à s'unir pour nous donner un dénominateur commun. Merci Mohamed Chraga. الفكرة وصلت كما يقولوا nos confrères تاع العربية. حسين دو تيزي وزو. حسين دو تيزي وزو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي حسين تفضل جو زون بري. بغيت نهضر. الو تفضل سي حسين انا نسمعوا فيك. اون لا بيردو. زين العابدين بويرة. Bonjour Monsieur Bécheneau. اهلا بك سي زين العابدين جو فوز ان بري. Bonsoir, ça va les يبارك فيك الله يعيشك. Bon, je vous salue tout de même et je salue tous vos invités et téléspectateurs. Bon, ma question aujourd'hui, je rejoins celui qui me devance. C'est-à-dire que aujourd'hui tout le monde dit que on n'a rien fait, on n'a rien vu, mais quel est le rôle de Madani Mezrak? Quel est le rôle de Hachani Allah yarhamou? Hachani il a su sauver le front islamique حتى يجوزوا التشريعيات. Mais après Hachani, c'est-à-dire بعد بدأوا الحبس, il y a des gens qui commandent, il y a même l'État il a une responsabilité. Aujourd'hui, je demande à tout le monde une repentie, c'est-à-dire une touba, une révision de tous les partis, alors on gosse le fils, même le PNL. Et merci M. Bécheneau. Merci beaucoup. بوزيد من سطيف. السلام عليكم سي بوشنو. وعليكم السلام سي بوزيد تفضل. جاتني نطرح سؤالين. تفضل سي سمراوي. سي سمراوي يسمع فيك. اولا تتكلموا تبارك الله على كل حال فيه على الشهاده تاعو، لكن انا نحب نطرح سؤال. اذا كان حبوا به السيسي يطهر ماذا به الجيش ثاني يطهر؟ ما سمعتكش عاود من فضلك. قلت لك اذا كان يحبوا الفيس به يطهر. انا ماذا به ثاني الجيش لازم يطهر. هذه واحده. ايوه. ثانيا الجيش كيفاه الناس المخلصين كيفاه خلاو هذا الشله من الجنرالات خلاو داروا هذا الشيء في الجزائريين وفي الجزائر. هذا هو وشكرا. بارك الله فيك. حسن من بومرداس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي حسن تفضل. de parler avec toi monsieur Boucheneur. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors, brièvement, je voulais vous dire une chose. D'abord, le témoignage des gens. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, hein, parce que premièrement, les gens étaient en prison. Deuxièmement, ce que a dit sur Mohamed Saïd ou Abdelrazak Rajab, eux-mêmes étaient, comme vous l'avez dit, ils étaient égorgés. Ils ne pouvaient rien faire contre un groupe qui a été fait par l'État algérien. Parce que le G a été manipulé, et moi je sais, j'habite à Boumerdès et je sais ce qui s'est passé. Il y a même des groupes des gens qui n'ont rien à voir avec Salat ou le Masjid ou étaient au maquis, ce sont des militaires, etc. Bon, pour dire que quelqu'un qui est emprisonné, qui ne sait rien, qui ne peut rien faire, est responsable autant que quelqu'un qui a les armes, qui a tout un État devant lui, c'est pas la même chose. Barakallahu fik Hassan Boumerdas. On va prendre encore 2 appels. Il y a beaucoup d'appels. Je vous demande de ne plus appeler parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et on doit laisser quelques minutes à Mohamed Samarawi pour répondre. Nasreddin d'Alger. oui. أنا معك مسيو جمال بوشنو. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. على كل حال نتمنوا شهادة عباسي مدني. نعم. وكما كانت عنده الشجاعة هو باش يمد شهادات حقيقية
ماذا بينا الجماعه الاخرى تاع السلطه ما نقولوش النظام، على خاطر هذه السلطه ماهيش نظام. بارك الله فيك سي نصر الدين. ان ديرنيير ابل مسعود دالجي. مساء الخير الاخ جمال. مساء النور سي مسعود. خويا j'ai écouté votre émission avec beaucoup de passion. Merci. Et je me pose la question aujourd'hui. Bon, je comprends que c'est une émission, ces acteurs veulent blanchir. Ces acteurs veulent blanchir le fils. La situation s'y prête. Mais خويا, je voudrais poser cette question. Qui a tué ces 200 000 Algériens? Oui, c'est une bonne question en effet. C'est une bonne question. Je pose la question aux ex-représentants du DRS. Et je leur pose aussi la question pourquoi ils ne réagissent pas, parce qu'ils ne sont plus dans le DRS. Et deuxième, moi j'ai eu l'occasion de voir quelques assassinats, quelques carnages. C'était les gens du FIS, monsieur. Bon, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, les gens du FIS aussi. Non, je donne mon avis. Ce qui compte, c'est d'argumenter, d'apporter des informations objectives, plutôt que de faire des procès d'intention ou d'asséner des vérités toutes faites. Je ne peux pas aller au-delà de ce que je suis en train de dire. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes obligés d'arrêter le standard. Je suis désolé pour tous ceux qui sont en train d'appeler. Nous arrivons bientôt à la fin. Je lis une dernière question que je viens de recevoir sur ma boîte mail. Pourquoi le DRS et l'armée se sont-ils acharnés contre leur peuple avec une telle haine? Mohamed Samraoui, je reviens à vous. Vous avez écouté les questions que vous ont posées nos compatriotes, nos téléspectateurs. Oui, d'abord, je réponds à l'avant-dernière. Le monsieur qui parle de blanchir le fils, je crois qu'il n'a pas suivi l'émission, parce que dès le départ, j'avais dit que les islamistes ne sont pas exempts. Ils ont commis aussi des exactions, ils ont commis des crimes, ça, personne ne le dit. Moi, ce que je reproche aux forces de sécurité, c'est d'utiliser les mêmes méthodes de violence pour lutter contre la violence. Il faut que l'on soit clair là-dessus. Voilà. Donc, je ne blanchis ni X, ni le fils, ni Y, ni Z. Donc, pour que tout soit clair. Chacun a sa part de responsabilité. Il ne faut pas perdre de vue ce point-là. Maintenant, le bonhomme, un de vos auditeurs, a parlé d'un officier de la base Boufferie qui a été assassiné. Mais ils sont des dizaines et des dizaines d'officiers, de sous-officiers, même des généraux qui ont été assassinés. Et j'ai à l'esprit, il y a 2 jours, j'étais avec vous. Assassiné par qui, Mohamed Samraoui? Par des forces de l'armée, qui sont les forces de l'armée. Parce qu'il y a eu également une question, oui, c'est pas l'armée en tant qu'institution, mais l'armée qui est dirigée par les anciens DAF. Il faut que l'on se mette bien d'accord. Cette armée a agi pour le compte de Nozar, de l'armée Belkhir, de Touati, dont on connaît l'histoire, vis-à-vis de la Révolution. On connaît leur passé. Donc c'est pas l'armée en tant qu'institution. Quand je dis armée, c'est pas, il faut être précis. Donc c'est pour ça, je préfère d'abord aussi répondre il y a 2-3 jours en parlant de l'assassinat de Boudiès. On a parlé de l'assassinat de Qassim Herbert. Moi je dis une chose, et c'est mon intime conviction. Les commanditaires qui sont derrière l'assassinat de Boudiès sont les mêmes que ceux qui sont derrière l'assassinat de Qassim Herbert, Abdelkader Hachani, Saïd Foudé, Martin Lounès, pratiquement tout et beaucoup d'autres. On ne peut pas dissocier telle victime de telle autre. Donc, mais le même fil, le même
commanditaire est derrière. Donc c'est pour mettre l'Algérie à genoux, d'une part. D'autre part, diviser les Algériens entre eux, donc dresser les uns contre les autres. Et voilà un petit peu. Et ça ne peut être que l'œuvre des gens qui sont foncièrement anti-algériens. Donc qui appartiennent, qui ont des idées anti-algériennes, ou une idéologie anti-algérienne, ou dans le passé est connu pour avoir combattu la révolution algérienne. Voilà bien. Maintenant, il y a aussi un de vos éditeurs qui a parlé de Abdelkader Khamman qui a pris la relève du GIS. Bon, je n'ai pas voulu en parler, mais puisque l'occasion s'est présentée, c'est vrai, Abdelkader Khamman, c'est un sous-officier. Et c'est Qasdim Merbeh qui, en 79-80, l'a envoyé en stage. Et il a fait son application chez moi, au 52e bataillon. Puis je l'ai récupéré à Skikda, au niveau du BCS. BCS, le bataillon de commandement de l'administration et des services. Donc il a fait son application chez moi. Et par la suite, il a rejoint l'école et il a pris le GIS après l'assassinat de Boudiès. Et il a été général-major en 2003. Voilà, les généraux-majors sont pour la plupart d'anciens sous-officiers parce que ce sont des gens qui obéissent aux ordres, qui font tout ce que leur disent, c'est-à-dire ils vont leur dire tu ceci, ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas de conscience. Ils font ce que leur dicte leur chef, point à la ligne. Voilà la différence avec des universitaires ou avec des gens qui ont quand même un peu de retenue, un peu de conscience, un peu de... Voilà. Mohamed Samraoui, merci infiniment pour tous ces éclaircissements, pour votre brillante participation. Merci à l'Arbi Zouaïmiya, merci à Jean-Baptiste Rivoire, merci à nos téléspectateurs d'avoir participé. Mais avant de vous quitter, nous allons écouter un dernier extrait de ce qu'a dit Abbassi Madani. يستحيل للجبهة الإسلامية أن تدخل لهذه العبثية، يدخل أفرادها يتلاشون مع هذه. أما الجبهة الإسلامية في منحاها، في استراتيجيتها، في هدفها، في خطابها، في التزامها بسلم من القيم، كل من يخرج منها على هذا السلم، على هذا الإطار، يتحطم. وإذا خرج فيها الكل، يتحطمون كلهم. ولكن ليست هي النهاية. إذا كانت هي نهاية الجبهة، ليست هي نهاية الجزائر. De nombreux observateurs de la scène politique algérienne, mais pas seulement, des observateurs, des acteurs aussi, et des relais en tout genre, reprochaient aux dirigeants du FIS de ne s'être jamais expliqués sur la responsabilité de la violence qui avait été imputée à leur parti, à leur mouvement. Voilà que Cheikh Abbassi Madani vient de livrer un témoignage très clair sur ces questions. Un témoignage que vous pourrez voir dans son intégralité après cette émission. Il a rappelé quelques faits qui avaient été systématiquement et savamment occultés. Que les militants du FIS qui avaient pris le maquis l'avaient fait contraint et forcé pour sauver leur vie, puisque le régime cherchait délibérément à les y pousser, allant jusqu'à les assassiner devant leur propre famille, chose que Mohamed Samraoui vient de nous confirmer. Mohamed Samraoui qui était officier supérieur du DRS à ce moment-là. Il nous a dit aussi que la violence n'a fait que faire l'affaire du régime qui l'avait provoqué et qui l'avait empêché, ou du moins retardé, ce transfert tant attendu du pouvoir d'une junte qu'il avait capté au peuple à qui il revenait de plein droit. Il nous dit aussi que le fils a été
empêché de se réunir, qu'il a été dispersé de 1001 manières pour pousser certains de ses cadres à prendre des mesures isolées, sous contrôle, qui seront par la suite attribuées au fils. Et il nous dit aussi que le fils n'a vocation qu'à faire de la politique, à assurer les responsabilités qui lui avaient été confiées par le peuple et non pas à se dévoyer dans une violence contre ce même peuple. Il nous dit que le fils, en tant que parti politique, issu d'une volonté populaire, ne pouvait agir que de façon collégiale et concertée entre tous ses membres, et que personne ne pouvait parler en son nom, que personne parmi ses membres ne pouvait engager sa responsabilité, que celui qui décidait de prendre de lui-même cette voie s'excluait de lui-même, et que si tous ses membres décidaient de se séparer des valeurs du parti, ils s'excluraient tous, et que même dans ce cas, si le fils devait connaître une fin de ce genre, cela ne pourrait jamais signifier que ce serait la fin de l'Algérie qui est plus grande que tout le monde. On ne peut pas mieux dire. Il reste à espérer que tous les autres acteurs de la crise, particulièrement ceux qui ont du sang sur les mains, ceux-là qui avaient dès le départ prévu des dizaines de milliers de morts, je vous rappelle la chronique de Ma'ammar Farah, avant même qu'ils n'annoncent leur décision de perpétrer le coup d'État, il reste à espérer que ces gens, mais aussi tous ceux qui peuvent jouer un quelconque rôle dans l'avènement d'un véritable état de droit, s'engagent résolument dans cette dynamique de vérité. La vérité doit être sue et dite. Nous apprenons par ailleurs que Hassan Boras vient d'être libéré après plus de 3 mois de détention arbitraire. Mabrouk alayh, mabrouk alayna. Je vous rappelle que vous pouvez visionner l'intégralité, la totalité du témoignage de Abbasi Madani dans un instant. Merci beaucoup. Qawala khair, salama.